Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Au menu de cette édition du 25 août 2020, nous parlons de la vague des inondations dans les zones urbaines et rurales du Cameroun et en deuxième partie de l'affaissement et puis de la rupture des ponts et chaussées sur les voies de communication routières à travers le territoire. Mais avant, je vous invite à prendre des nouvelles en langue anglaise avec Larry Efende. Good evening. Good evening, Giselle. How do you do? How do you do? So you tell me, Dad, you want to begin this newscast talking about the special guest of Paul Biya. Exactly. The President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has held talks with the special envoy of President Roch-Marc Christian Kabore of Burkina Faso. The head of state met with Thierry Hott, the special advisor to the Burkinabe president today at the Unity Palace. Thierry Hott was bearer of a fraternal message linked to ongoing measures to bolster bilateral ties between Yaoundé and Ouagadougou. We continue to talk about ICT this time around, from health to agriculture and education. The 15 startups participating in the second edition of the ICT Innovation Week are showcasing their talent here at the capital city. The first 5 will receive prizes, the first 3 prizes and the other 2 compensation for their work. Yote Kale Lironge tells us more. From that, we will continue. We can have that report for Katsia Yuti. Giselle? So you said that there is a new financial platform around. Exactly. We're talking about the Ministry of Finance, a campaign to make public the computer platform of the National Economic and Financial Committee has been launched today in Yaoundé during a press conference organized by the Ministry of Finance. The event chaired by the Finance Minister Louis Paul Mutaze was actually the occasion to inform the media about the role the tool will play to improve the financial sector here in the country. Journalist Clarice Oritakan picks up that story. Credit and microfinance institutions receive information from clients and feed the data regarding their financial transactions into the IT platform of the National Economic and Financial Committee. The good news is for those in need of loans. Access will be eased on the basis of having all relevant information about the borrower. The bad news, however, is for those with an unhealthy financial track record, such as loan defaulters or those guilty of check malpractices. They will be put on file. The 6 components of the platform have been conceived to interact with each other. If a bank wants to give a loan to an enterprise, it goes to that platform and gets information. And it might just need complementary information from the enterprise. So it is very useful for everybody to know that this financial institution, this microfinance institution, is doing well. It is running a risk the way it is going in the next 2 months, 3 months, is going to close. Information in the platform can be accessed by authorized services of BEAC, microfinance and credit institutions, administrations with a legal, economic or financial vocation, and persons identified in the system only for data concerning them. Now we take you back to ICTs as we attempted earlier, from health to agriculture and education. The 15 startups participating at the second edition of the ICT Innovation Week here at the capital city are actually positively motivated to show that they grab one of the 5 prizes awarded or available for the 5 sports offered under the distinguished patronage of the head of state. Yoti Kale Lironge tells us more. Once imaginations, today ICT innovations that can positively change Cameroon's health, economic and social sectors. From what is today is just a kit that will help agriculturers to protect their plants from animals. Big Data Social System is a platform which helps in tracing the owners of fake news over social media. Sentinel is a site that will help people to fight cybercrime. Cyphone is a crowdfunding platform that helps youths from the Far North region to apply their project and get investors. The PFMS platform is a platform where farmers can easily detect diseases in their farms, and they can consult a veterinarian in real time, and they can also sell the chickens. For translation problems, Cameroon eTranslate is the solution, providing translation from national to local languages, while BNR Labs is more than ready to be the teacher's virtual laboratory. Out of the 15 startups competing, only 1 will be selected as winner of the Best ICT Project of the Year. Despite the COVID-19 pandemic, the public investment budget has reached an execution rate of about 40%. That's so far with this first half of the fiscal year 2020. This execution rate drops by 2% compared to some 42% the same time last year. Laurel Batieya
tries to explain. The fiscal and financial execution rate of the public investment budget of Cameroon stands at 40% during the first 6 months of 2020. These execution rates dropped by 2% compared to 42% achieved during the same period in 2019 and 12% compared to 52.3% in the first half of 2018. Despite the decline, the National Committee for Monitoring the Fiscal and Financial Execution of the Public Investment Budget says they are satisfied with the performance achieved in terms of public investments in the country in the first half of the financial year. This satisfaction is due to the context marked by the COVID-19 pandemic, which caused a slowdown in activities in all sectors. The president of the National Committee for Monitoring the Fiscal and Financial Execution, the Public Investment Budget, indicates that the performance achieved during the first 6 months of the year in terms of the execution of the public investment budget projects is the consequence of the improvement of certain procedures by the government. And this time around, FECOM has changed his visual identity. Exactly, Giselle. We're talking about the Special Council Fund for Mutual Assistance, known in its French acronym as FECOM. The new logo designed to portray the vision of the body was presented today in Yaoundé by the Director General, that's Philippe Camille Akwa, in the presence of top dignitaries, including CRTV's Director General Charles Dongo. Gladys Asso now presents this modern logo. New structural changes come with a new appearance. 4 to 6 years of familiarity with a visual identity to its stakeholders, and with the coming of decentralization, the new visual signature is in line with FECOM's evolution. The former logo was not representing again what we are exactly. So we think that with that new identity, we need a logo which represents exactly what we are. For 3 months, internal and external staff scrupulously worked on the new visual identity that portrays the history of the company and conveys its values. You have the symbol of our headquarters that symbolizes modernism, and you have seen also a green color. That green color is our engagement for the respect of environment. Created in 1974, the Special Council Support Fund for Mutual Assistance since last year implemented measures to modernize and improve the quality of its interventions, changes that also include its visibility. Out of the country, there's something new in Mali? Exactly, Giselle. Now, talks which aim to resolve the political crisis in Mali after the aftermath of Tuesday coup seem to have ended without an agreement. The West African leaders have said that the deposed president, Ibrahim Boubacar Keïta, should be released. I have been following the story for you. These are the updates. Envoys from regional body ECOWAS failed to convince Mali's military leaders that this was the way forward. Mr. Keïta faced huge street protests before his overthrow, and many in Mali have welcomed his removal. Military spokesman Colonel Ismail Wage is quoted by the Reuters news agency as saying after the talks ended that the final decision on any interim administration will be made by Malians. But the idea that Mr. Keïta could return to power by many have been scuppered by the man himself. It quotes separate statements from two sides saying that the president, who has been in detention since the coup last Tuesday, no longer wished to return to office. The mediation team led by Nigeria's former president Goodluck Jonathan will now report to regional heads of state on the progress made, according to their spokesperson. The talks began with a brief session on Saturday and then continued through both Sunday and Monday. At the end of Sunday's session, Mr. Jonathan said they have reached a number of agreements, but they haven't reached an agreement on all issues. Last week, thousands took to the streets of the capital Bamako to celebrate a coup which sparked global condemnation. There has also been anger among troops about pay and the conflict with militant jihadists in the north of the country, which has seen scores of soldiers killed in the past year.
And finally, US and China have held talks over their so-called Phase 1 of the trade deal after the discussion was delayed earlier this month. As Gladys Asu reports, Monday's talks had been expected to take place 10 days ago, but after there was a delay. Asu. The timing could not be more opportune. Just 10 days ago, the US and China abruptly called off scheduled negotiations designed to implement the Phase 1 trade deal. No official reason was given for the postponement, although it had been reported it was to give Beijing more time to live up to its side of the bargain and to make more purchases of American grains and other commodities. So now, as President Trump heads into a week of the Republican National Convention, striking a deal with China on long-standing issues makes for good headlines, allowing him to say that only the Trump administration can get Beijing to the table. The pressure on Chinese companies from Washington has also come at a time when President Trump wants to show that he is tough on China, in contrast to Beijing Biden, as he and his supporters have called Joe Biden, who they say, if elected, would be softer on China than Mr. Trump. The parties address steps that China has taken to effectuate structural changes called for by the agreement that will ensure greater protection for intellectual property rights, remove impediments to American companies in the areas of financial services and agriculture, and eliminate forced technology transfer. Thanks so much for giving us your top hour. Now you are updated. These stories and more will be developed for you at exactly 7:30 with Ben Menopufong. But get a mirror of them at 7 o'clock with Gael Obono. In French. In French. Giselle will be coming back at about 7:15 for the supplement on Twilight. I'm waiting for you. It will be a pleasure to have you again on site. Same here. Thank you. Mesdames, Messieurs, on va prendre une respiration et après, on se retrouve. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. De l'ordre. Trouver un président de l'ordre national des journalistes. L'appel des régions nous amène simultanément dans la région du littoral, mais aussi dans la région de l'Ouest, où nous attend Cyril Bougeko. Il est le directeur général de Radio Balafon. C'est sinistré des inondations qui ont des impacts assez néfastes sur les infrastructures routières et même les bâtiments dans certaines régions du Cameroun. Alors, bonsoir Cyril Bougeko. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tous. Alors, dites-nous, redites-nous, comment est-ce que ça se passe, la réhabilitation, alors la gestion des inondations dans les locaux de Radio Balafon sinistrés le 21 août par les inondations à la Douala? Oui, il faut avouer que tout est parti très vite, hein, ce 21 août, pardon. On a subi, comme tout le monde, les caprices des eaux, de la nature, les caprices de la météo et la furie des eaux. On a perdu quelques appareils. On a dû interrompre le signal, d'abord accidentellement et puis volontairement. Lorsqu'on a tenté de le rétablir, on a évacué le bâtiment. Et puis, il y a eu des chocs émotionnels qu'il fallait gérer parce qu'on a des stagiaires en ce moment et certains croyaient que c'était le déluge puisque les eaux montaient très difficilement, très rapidement, et puis on voyait des gens nager, les maisons environnantes. On a vu des fauteuils nager du balcon, du haut de la radio. Et puis il y a d'ailleurs une qui a succombé. Ce n'est que avant-hier qu'elle a repris connaissance,
parce qu'on a dû la transporter d'urgence à l'hôpital de Bonamoussadi pour la réhabiliter. Elle a perdu. Donc c'est très compliqué au niveau des pertes, au niveau du choc humain. On a vécu ça. Mais davantage aussi, on a eu des pertes sur le plan matériel, 2 serveurs qui sont allés à l'eau. On a le parafoudre qui a pris paratonné, qui a lâché complètement, les antennes qui ont pris de l'eau, l'émetteur qui en a subi le coup, et puis voilà, le tonnet qui grondait sans cesse, dont on a subi sérieusement. Et puis bon, on s'est mis au travail manuel pour essayer d'évacuer les eaux. On a utilisé une motopompe quand les eaux sont redescendues. Il faudra des jours et des jours de travail pour les réhabiliter. Il y a des équipements qu'on a commandés à nouveau aujourd'hui. Il faut les réacheter pour servir, pour retrouver notre capacité de production optimale, ce qu'on avait justement avant le 7 pluie du 21 août. Eh bien, voilà où nous en sommes en ce moment. Alors, Cyril Bougeko, vous parlez avec beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. Est-ce que vous êtes pris en charge par une quelconque assurance Oui. Assurance risque? Oui, il y a l'assurance chef d'entreprise qu'on doit toujours prendre lorsqu'on investit autant d'argent et lorsqu'on a autant de contrats publicitaires, parce qu'il faut assurer la continuité de service, il faut être capable de remettre les installations en service, les racheter et rééquiper la radio. Il faut être capable également, en cas de service humain, de pouvoir parer à toute éventualité, mais davantage aussi dédommager les contractants. Si quelqu'un se sentirait lésé pour n'avoir pas été servi, alors mais malheureusement, tout le monde connaît ce que ça passe avec l'assurance. Nous allons courir après l'assurance, mais nous sommes en train de monter tout le dossier pour que notre assureur puisse. Mais on est parti nous rendre visite. Il a dit bon voilà, les autres personnes ne pouvaient prévoir et que dans tous les cas, la zone n'étant pas très très loin du Vori, on devait prendre nos dispositions. Bon, on sait déjà à quoi ça va nous conduire, à des batailles judiciaires et incroyables. Bon, mais on est préparé, on va essayer ce qu'on pourra, mais pour l'instant, on essaie par notre moyen à restaurer nos équipements et à reprendre le travail, ce qui est fait depuis 48 heures. Est-ce que c'est possible, ce n'est pas indiscret surtout, d'évaluer, d'estimer les pertes? Oui, pour l'instant, au niveau de la base fréquente, on a des pertes qui s'élèvent à 4 700 000, ce qu'on a pu estimer. Et au niveau de la haute fréquence, notamment au système de protection des antennes, avec le paratonnet qui est parti, on est dans les 2 millions 9, 3 millions 100. Donc on va évaluer ça. Mais en même temps aussi que les techniciens disent qu'ils vont voir s'ils peuvent remettre en service. S'il y a des pièces à changer, sinon il faudra complètement changer. Bon, on attend le rapport d'expertise qui me sera présenté jeudi à 14h. Alors, je suis quand même curieuse. Douala et les pluies, on a quand même l'habitude de vivre des inondations ou des remontées d'eau jusqu'à un certain niveau. Est-ce que vous ne pressentiez pas quand même que ça pouvait arriver un jour? Celui qui est surpris par les eaux à Douala, soit il ne comprend pas, il ne sait pas qu'il est dans une ville côtière, soit seulement, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la négligence. Nous savions que ça pouvait arriver. Douala étant une ville côtière, la nappe phréatique à Douala est très élevée. Et également, il y a des pluies comme celle-là qui arrivent souvent, mais sauf que c'était une malheureuse coïncidence, puisque la pluie a trouvé un Vori qui était en marée haute. Donc les eaux qui devaient s'écouler des quartiers pour aller se verser dans le Vori ont trouvé la marée haute et le Vori a donc renvoyé ces eaux-là et puis ça a bloqué toute la zone où nous nous trouvions et on en a payé les frais. Donc nous devons nous attendre à ça régulièrement, une fois tous les 8 ans, tous les 6 ans, tous les 12 ans. La dernière fois c'était en 2012, je crois bien, que ça s'est produit. Donc des événements pareils, ça arrive souvent. Donc lorsque vous construisez dans une zone comme celle-là, vous devez prendre toutes les mesures. D'ailleurs, vous avez le labogénie qui est là pour donner toutes les indications de construction nécessaires. Vous avez également la communauté urbaine de Douala, les mairies qui sont là pour vous indiquer comment il faudra construire. Mais l'inondation, personne ne peut y échapper lorsqu'on est dans une ville côtière comme Douala. Donc c'est tout à fait normal que cela arrive. Mais davantage, il faut aussi vigiler que l'inondation est normale. C'est-à-dire qu'une inondation est normale, les pluies sont normales, pardon, mais l'inondation est normale parce que c'est une conséquence des pluies. Maintenant, ce sont les dégâts qui s'en suivent qui sont maintenant à discuter. Vous avez un quartier qu'on appelle Denver, à Douala, Banya et Denver, où un individu est allé créer une plage artificielle. Il a fait ancrer des centaines de camions pour rembler les eaux du Vori, donc pour les chasser, eh bien, ça nous a rattrapé aujourd'hui. Vous avez également dans le même secteur un autre monsieur. Et le préfet n'a rien dit. Qui a engagé une carrière où chaque nuit, des centaines de camions de sable sortent, on ne sait pas où ça part,
Et puis bon, voilà autant. Donc, lorsqu'on agresse la nature, elle sait se défendre. Donc tout à fait, c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le tout, dans tous les pays du monde qui sont des pays de côte, les îles de côte, il y a toujours des inondations, mais c'est comment on les gère. Et je pense que les pouvoirs publics, est-ce que les pouvoirs publics ont fait suffisamment ce qu'il fallait faire? On a vu des kilomètres de drains à Douala. Oui, ça a résolu une partie du problème, parce que si il n'y avait pas ces drains engagés par l'ancienne déléguée du gouvernement Frintonet suite aux inondations de 2012, je vous assure que Douala serait une ville complètement sinistrée aujourd'hui, peut-être une partie de la ville effacée de la carte. Donc au moins ces évacuations ont permis aux autres d'essayer de circuler. Mais il y a davantage des individus qui s'amusent toujours à venir construire sur beaucoup les drains, d'incivisme, à boucher les passages d'eau et puis à faire des victimes. Alors, on n'est pas près d'achever notre conversation. Je vais quand même, pour cette première partie, vous poser une dernière question. Maintenant, on regarde vers le futur. Comment entendez-vous renforcer la barrière contre les inondations éventuelles? Ah ben, si quelqu'un vous dit qu'il peut aller à l'encontre de la nature, c'est qu'on sait comment il va faire. Les inondations, on les gère. Nous, on a pris la décision d'installer d'ailleurs une motopompe de manière fréquente, de manière que les prochaines pluies qui arrivent, tout eau qui entre est forcément évacuée vers l'extérieur. Et avec les riverains, avec les habitants du quartier, la zone où nous sommes installés, on a tenu une concertation, et on la tiendra de manière formelle, le samedi prochain, une réunion de concertation pour voir dans quelle mesure on peut davantage ouvrir les canalisations d'eau pour les permettre d'aller directement vers le sud de la ville, donc vers le Vaury. Donc nous prenons des solutions à notre niveau et nous allons maintenant également nous adresser à la mairie de la ville. D'ailleurs, le maire Mbassadine a promis de faire quelque chose, notamment d'évacuer les zones de circulation d'eau occupées massivement par des habitants, mais davantage d'ouvrir encore les drains pour que les eaux circulent plus normalement. Et en ce moment, la moindre pluie qui tombera pourra rapidement aller se déverser vers le Vaury ou vers ses affluents pour éviter que l'eau ne stagne et crée des inondations comme celles qu'on a vues. Parce que le tout n'est pas de dire qu'on va empêcher, c'est pas possible. On peut freiner, on peut ralentir, on peut réduire à sa stricte nocivité l'inondation si on permet aux eaux de circuler normalement et librement. Merci pour nous avoir nous avoir partagé votre vécu de ces inondations. Je passe pas du coq à l'âne, ça concerne toujours des catastrophes. Là, j'ai annoncé que vous étiez à Douala, mais je sais qu'en ce moment, vous êtes dans la Menoie et avez vécu tout autant qu'à Douala l'affaissement d'une partie de le trottoir sur la route, un axe à Sancho. Oui, et je vous ai vu dans plusieurs réseaux sociaux, j'ai vu une de vos interventions. Dites-moi, vous avez vécu cette scène ou bien vous êtes arrivé là parmi les premières personnes? Non, j'arrive là le lendemain, parce que le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Agostine, a donc commis un communiqué qui demandait aux usagers qui prennent l'axe Douala, Bouda, Bamenda, Bafoussam, en passant par Tchan, de ne plus passer par Sanchou, mais de passer par Kekem. Mais seulement, le communiqué ne donnait pas véritablement les raisons, ou alors n'a pas fait davantage de détails sur les raisons de ce contournement, ce qui est d'ailleurs fastidieux pour l'usager qui va à Bouda. Lui, passer par Kekem, c'est plus dur, c'est 75, je crois c'est 25 ou 30 km de plus, et puis avec la falaise de bâtir, c'est plus coûteux en termes de carburant. Donc, mais alors, moi, je me suis dit, ok, moi, je me rends à l'Ouest le week-end, je vais essayer de voir pourquoi. Mais quelques jours avant, j'ai eu des renseignements d'après lesquels il y a eu un affaissement d'une partie de la route. Et puis, je suis allé normalement par quelqu'un, mais j'ai dit, ok, je m'arrête en journaliste, je vais voir le niveau de l'affaissement pour comprendre le communiqué du gouverneur et voir si au niveau de Radio Balafon, nous pouvons répercuter ça pour que les gens comprennent le bien fondé du communiqué du gouverneur. C'est ainsi que j'arrive sur le lieu. Je suis pris de voir les gros porteurs passer, les bus passer, des gens s'amuser autour. Je décide donc de faire cette vidéo pour sensibiliser et pour matérialiser le communiqué du gouverneur afin qu'on ne perde personne dans ce type de circonstances. Vous voyez que cet endroit n'est pas éclairé la nuit. Celui qui n'est pas au courant, il viendra, il va faire un centre normal de circulation, il se retrouve dans le ravin. On a fait des balises qui sont à peine visibles la nuit. Justement. Donc il fallait donc faire cette vidéo-là pour attirer l'attention. Dieu merci, ça a été relayé et j'ai eu beaucoup de transporteurs qui m'ont appelé pour savoir pour dire, ben voilà, il fallait que ces images nous parviennent pour qu'on comprenne l'ampleur du mal. Mais pire encore, Gisèle, c'est qu'il y a justement certains habitants de Sanchou qui ont publié les photos de ce ravin lorsqu'il s'affaissait, même les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à dire que c'était une vidéo d'archive et que c'était un fake et que Sanchou n'avait pas de problème. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais scandalisé. J'ai dit non, je ne peux pas laisser on paiera par quelqu'un ici parce que quelqu'un s'est
s'amuse, il ne sait pas où il se trouve, et il dit sur les RS que non, voilà, c'est un fake. J'ai fait la vidéo, j'ai donné la date, il dit je suis bel et bien présent, il y a eu affaissement, c'est dangereux, le gouverneur nous a dit de contourner, faisons ce que le gouvernement a demandé pour qu'il n'y ait pas de sinistre. Merci infiniment, j'espère vous avoir une autre fois pour ce type de situation. Ce n'est pas à souhaiter, mais je voudrais dire avoir un reportage en direct comme ça. Merci Gisèle. Ce matin, le ministre Paul Atangandji de l'AT et Louis Senam Messi étaient sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Oui. Et visuellement que très rapidement, les deux ministres ayant été là, c'est une bonne nouvelle. Il y a une solution qui sera rapidement trouvée. Les travaux ont d'ailleurs commencé. Justement. Merci infiniment, plaisir. Je vous en prie, merci. Mesdames, Messieurs, on va prendre une pause et on se retrouve après. Ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas à l'ordre du jour dans ce contexte. Parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'État du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir dressé un tableau de la situation sécuritaire dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Betty-Assommo a exhorté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6th of November 1982, 37 years after, we're concerned with what the New Deal has achieved over the years. CRTV News, nothing but the news. L'eau constitue un enjeu majeur pour le développement et le Cameroun, pays en voie de développement, fait face à de multiples problèmes liés à la gestion des ressources en eau. Ceux qui ont des moyens paient de l'eau minérale, ceux qui n'ont pas de moyens, ils se débrouillent à aller prendre dans l'Institut catholique. Ça coule en bas du sol, on ne sait même pas d'où ça sort. Ça, le concept de la GIE, c'est impliquer toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans le concept. Il s'agit, n'est-ce pas, de particules très fines, avec des diamètres inférieurs à 500 micromètres, pas millimètres, micromètres. Tout est déjà parti. Regardez la première table, comment la poussière a déjà envahi. Tu installes la marchandise, c'est comme ça, dans quelques minutes, ça devient rempli de poussière. Les particules plus fines maintenant arrivent à l'intérieur, mais elles sont gérées, c'est-à-dire de façon automatique par l'organisme. Maintenant, lorsque vous éternuez, lorsque vous mouchez, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, parce que vous voyez, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on se mouchonne, on peut tout, mais en réalité, c'est une réponse de l'organisme face à la poussière que l'on absorbe. Apprenez les éco-gestes et la main verte dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CRTV. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sur ce plateau pour parler de la vague des inondations dans les zones urbaines et rurales du Cameroun. Mais avant de vous présenter mes invités, je vous suggère de regarder ce reportage du ministre de l'administration territoriale qui est descendu à Edéya pour réconforter les donner des kits de réconfort aux personnes sinistrées par les inondations. Regardez. Yuma Koulet-Breeze, déplacé de la crise sociopolitique dans le Donga-Mantoun, région du Nord-Ouest, fait partie de plus de 200 familles affectées par les pluies torrentielles du 20 août 2020 dans la Sanaga maritime. Je remercie le président de la République de ce qu'il m'a donné. À la cérémonie de remise des denrées alimentaires et du matériel de couchage à plus de 60 familles, le maire de la ville d'Edéya
a fait un bilan non exhaustif des inondations. Globalement, nous avons environ 200 familles, peut-être un peu plus, de maisons détruites. Mais également, malheureusement, nous déplorons 2 morts. Le chef de l'État, Paul Biya, informé de cette catastrophe naturelle, a dépêché le ministre de l'administration territoriale. Les causes des inondations relèvent en partie de l'action de l'homme, d'où cette exhortation du ministre de l'administration territoriale. Les autorités administratives, le maire, ils passeront pour voir, vous allez discuter. Quand ils vont vous donner des conseils que cet endroit est mauvais, l'autre endroit est mauvais, il faut comprendre. L'État va vous accompagner dans vos problèmes et dans vos projets. La Sanaga maritime vit les pieds dans l'eau. Au lieu d'Ilogba Mal, sur la nationale numéro 3, une buse menace de céder. Au cours de cette réunion d'évaluation élargie aux autorités locales et au terme des descentes dans certains quartiers de Douala où près de 4000 familles ont subi la furie des eaux, le ministre de l'administration territoriale a pu se rendre compte de l'ampleur du risque d'inondation. Les changements climatiques et l'incivisme des populations sont retenus dans toutes les prises de parole. Construction anarchique dans les zones marécageuses ainsi que l'incivisme des citoyens sont l'une des causes des inondations observées dans notre cité. Par la suite, le ministre de l'administration territoriale a procédé à la distribution du matériel de couchage et des denrées alimentaires aux sinistrés qui se sont sentis réconfortés. L'une des recommandations des instances internationales après chaque catastrophe, c'est le premier secours aux populations. Je n'attendais pas ça. Mais si j'ai reçu ce que j'ai pu recevoir, ça me réconforte. À chaque étape, les populations ont été informées du danger permanent et des mesures qui seront prises à court, à moyen et à long terme. Parmi celles-ci figure une étude visant à limiter la sortie du fleuve Vouri de son lit, l'extension du drainage sur 240 km, le curage des caniveaux et le déguerpissement des zones à risque de la ville de Douala. Merci pour votre fidélité à Twilight. Pour parler de cette vague d'inondation sur le territoire camerounais, j'ai à ma gauche Lynn René Batongué. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Vous êtes journaliste experte en communication sur l'environnement et chef de service chargé des ODD et même l'environnement au poste national. Oui, effectivement. Merci. Depuis 3 ans déjà. Merci. Je puis avoir mon... Bien sûr, merci. À ma droite, j'ai le professeur Théophile Moyo, Yimgen Moyo, président de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun, architecte de formation. Bienvenue à Twilight. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est bien cela ma présentation. Merci infiniment. Alors, Douala, Edeya, Maroua, sous les eaux, cela n'est pas une surprise. Nous étions prévenus. En réalité, Gisèle, ce n'est vraiment pas une surprise. C'est une surprise pour ceux qui n'ont pas prêté attention à toutes ces alertes qui ont été données, qui sont données d'ailleurs depuis des mois, parce que c'était en juin, l'Observatoire national sur les changements climatiques a sorti un bulletin trimestriel qui annonçait de fortes pluies dans la plupart des régions du Cameroun pour les mois de juin, juillet et août. Et tous les 10 jours, l'ONAC, ce qui est toujours cet observatoire-là, sort des bulletins d'alerte décadaires, donc pour 10 jours, qui annonçaient, qui martelaient encore qu'il y aura donc qu'il y aurait toutes ces pluies-là. Donc ça ne devrait surprendre personne. Au contraire, on devait normalement s'y préparer et prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir contrer les risques de ces catastrophes-là. Parce qu'évidemment, c'est une catastrophe naturelle. On ne peut pas empêcher... Forcément la contenir. Voilà, justement. D'accord. On ne peut rien faire. Par contre, on peut réduire les risques de ces catastrophes-là. Et c'est ce qui n'aura pas été fait, malheureusement. Prof, l'ONAC n'a pas été seul à prévoir. Vous aussi, dans vos comités mixtes, vous avez prévu cette catastrophe? Moi, personnellement, j'avais prévu qu'on allait vers des lendemains terribles. Depuis 2009, oui. Dans un journal de la place, j'avais parlé de l'insouciance des Camerounais face à ce type d'événement. Mais j'ai l'impression que les Camerounais, d'une façon générale, ont l'ouïe un peu difficile.
Est-ce que vous vous êtes adressé à la bonne porte? Oui, bien sûr. Lorsqu'on s'adresse en public, lorsqu'on parle à la télévision, dans la presse, on s'adresse forcément à la bonne porte, parce que je sais que les autorités, les plus hautes autorités de ce pays suivent les informations qui sont sensibles pour la marche de la nation. Vous savez, nous sommes dans des villes malades de notre inconscience collective. Ce qui arrive à Douala, ce qui arrive à Edea, ce qui est arrivé hier après-midi à Maroua. J'ai vu des choses, des scènes terribles à Maroua. Tout un cheptel qui était emporté par des eaux. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cela est arrivé, j'ai suivi cela. C'est des pertes énormes pour des bergers, pour des populations qui n'ont rien d'autre que ce cheptel-là. Alors, il serait temps qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre les oreilles pour savoir ce qui nous attend. Je dis bien ce qui nous attend. Alors, les bulletins, vous voulez réagir à ce qu'il disait? Oui, je voulais dire, c'est bien beau qu'on pense aujourd'hui qu'il s'agit d'un problème climatique, qu'il s'agit de pluie simplement, mais à la base, il y a également beaucoup plus l'incivisme des populations. C'est vrai qu'on va arriver... Qui prennent l'assaut malheureusement des zones à risque. Ouais, c'est bien pour ça que j'ai parlé de l'inconscience collective. D'accord. Je reviens d'abord sur les prévisions. Les bulletins de l'ONAC, l'Observatoire national des changements climatiques, ça à qui pour cible principalement? Est-ce que le Camerounais ordinaire lit ce journal? Bien, ces bulletins sont adressés au ministère des Transports qui héberge la météo, ou alors à qui est-ce que ça s'adresse? Alors, bon, c'est vrai que je ne travaille pas à l'ONAC. Mais vous travaillez beaucoup avec eux? Voilà. Oui. Mais je travaille beaucoup avec eux. C'est des bulletins qui sont en direction de toutes les administrations qui sont concernées, c'est-à-dire travaux publics, le ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, le ministère de la décentralisation. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, justement, je voulais en venir. Et Langa Obam avait justement demandé aux collectivités là-dessus pour que les maires, les députés, que les comités décentralisés puissent prendre des dispositions nécessaires pour prévenir les risques de ces catastrophes-là. Donc, en réalité, ça va en direction même des populations parce que lorsque la CRTV relaie, par exemple, le contenu de ces bulletins d'alerte, eh bien, la CRTV est écoutée par le Camerounais lambda, écouté par les agriculteurs et autres qui doivent donc prendre des dispositions, que ce soit les agriculteurs, même les éleveurs dans le nord, pour pouvoir éviter des catastrophes comme celle qu'on a connue hier dans l'après-midi à Maroua. Alors c'est alarmant. Si on n'arrive pas à écouter et à appliquer les instructions d'un ministère comme celui du développement local et de la décentralisation, professeur? Mais il faut tenir compte du confort matériel et du confort intellectuel de la majorité des Camerounais. Vous savez, tout le monde n'a pas la radio, et même lorsque vous avez la radio, vous n'êtes pas au fait de ce qui se dit à la radio. Ça veut dire la sensibilisation me semble être quelque chose de primordial. Il faut que les maires, que les conseillers municipaux, que les ONG aillent dans les villages et en parlent aux populations. Parce que nous, on a l'impression, lorsqu'on est dans une certaine posture, on a l'impression que tout le monde écoute ce que l'on dit. Je vous assure. Peut-être qu'on écoute sans comprendre. On écoute sans comprendre. Parce que déjà, on a nos langues qui ne sont pas parlées, le plus souvent dans toutes les radios et les télévisions. C'est toutes ces choses-là qui, dans une certaine synergie, peut permettre aux populations de comprendre et de prévoir ce qui peut leur arriver comme malheur. Donc ce que dit madame, c'est une chose importante, mais il faut trouver les voies et les moyens pour que tous les Camerounais puissent écouter, comprendre et faire attention. Alors, je voudrais quand même savoir, des bulletins qui sont émis par l'ONAC, l'Observatoire national des changements climatiques, sont quand même des outils d'aide à la décision. Alors, prof, la question s'adresse à vous deux. Est-ce que les résultats, ou alors les publications, les informations, les données qui sont contenues dans ces bulletins ne sont pas exploitées dans les outils de planification? Parce que si on a prévu ce type de sinistre,
10 ans plus tôt, 6 mois plus tôt ou 15 jours plus tôt, on ne peut pas inscrire ça sur le tableau de veille, c'est pas veille climatique, veille de gestion, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Ezeka. On a vu ce qui s'est passé à Ezeka, c'est toujours après les pluies. Je pense en réalité que c'est le problème auquel est confronté aujourd'hui l'Observatoire national sur les changements climatiques, c'est-à-dire la prise en compte des informations qui sont données par l'ONAC, des informations qui sont envoyées bel et bien aux personnes concernées, aux administrations concernées, mais qui ne reçoivent pas grand écho, malheureusement. Parce que si, par exemple, je prends un cas banal, si le maire d'une localité est sensibilisé, eh bien, il va voir avec les chefs de village, les chefs de quartier, il va voir avec les leaders, toutes les forces vives pour pouvoir leur dire, écoutez, voici... Il y a une menace. Il y a une menace et donc, voilà ce que vous devez déjà prendre comme disposition en amont. Si, par exemple, qu'il m'en excuse, ça arrive auprès du ministre de l'élevage, par exemple, eh bien, il va rapidement prendre en compte toutes ces informations-là, voir comment est-ce qu'on peut voir avec les éleveurs et autres pour qu'ils prennent des dispositions nécessaires. Ça, je le dis comme ça. Il en est de même du ministre de l'Agriculture, du ministre des Travaux publics même. Parce l'aménagement du territoire. Voilà. Oui. Parce que je parle d'aménagement du territoire, professeur, le réseau d'évacuation des eaux aurait aussi peut-être un problème pour les inondations, soit que nous les entretenons mal, soit qu'ils ont été mal orientés, ou alors ils courent à la dérive parce qu'il y a des constructions anarchiques qui font que le circuit normal des eaux prend une direction qui n'est pas appropriée à la nature. Vous avez vu, je tique un peu lorsqu'on parle de l'ONAC, parce que bon, je suis architecte. Avant d'être urbaniste, l'ONAC, c'est l'Ordre national des architectes du Cameroun. Je pense que là, ça prête un peu à confusion. Je suis obligé de défendre notre chapelle. Il y a déjà eu cette confusion avec les anciens combattants. Le problème va se régler, je le pense. Je pense que là aussi, il faudrait qu'il n'y ait pas beaucoup de confusion. Pour ce qui est des caniveaux, comme vous dites, les drains, comme vous dites, vous savez, dans une ville comme Douala, les choses, même si on a l'impression qu'elles avancent très doucement. On n'a pas construit le quart de ce qu'il fallait construire à Douala depuis que le programme a été lancé. Il y avait près de 250 km, à une quarantaine. Bon, et ces drains, le plus souvent, sont considérés comme des espaces ou bien des constructions publiques. Elles sont des constructions publiques. Mais les constructions publiques, ce sont des constructions pour tout le monde, si on dit public. Même si c'est l'État, c'est le pouvoir public qui les met en œuvre. Alors les populations à ce niveau-là ont du mal à comprendre qu'elles doivent faire attention, qu'elles ont en charge de maintenir la propreté dans ces drains. Alors ces drains deviennent des poubelles. Des immondices s'y accumulent et vous vous rendez compte que lorsque c'est bouché, il faut bien que l'eau passe. L'eau, c'est un phénomène naturel, comme l'a dit Madame tout à l'heure. Vous ne pouvez pas aller contre la nature. Sinon vous vous exposez à des risques de retour de la manivelle, si on peut dire ainsi. Je vous donne un exemple qui est déjà plus explicite. Vous prenez le Vouri, l'estuaire du Vouri, disons comme ça. Et là, dans l'estuaire du Vouri, vous avez la Dibamba qui vient, vous avez le Mungo qui arrive, vous avez le fleuve, le Vouri qui arrive. Et on a construit, dans les années 55-54, le pont sur le Vouri, qui avait 1830-1840 mètres. Lorsqu'on venait de l'ouest pour le littoral, ou lorsqu'on partait du littoral pour l'ouest, je m'aperçois qu'il y avait le poste de garde au carrefour d'Edo. Mais ce poste-là n'y est plus. On a déjà fait près de 300-400 mètres sur le Vouri. Ça veut dire que vous avez là
là aussi c'est un problème, c'est un peu complexe ce problème à expliquer. Vous avez là un problème foncier. Vous avez des grosses sociétés qui ont voulu gagner du terrain sur le Vouri. Et on a donc remblayé une partie du Vouri. Mais l'eau passait sous tout le pont. Alors maintenant là qu'on a diminué le passage de moitié, où va aller cette eau? Cette eau va déborder. Et c'est pour ça que l'axe qui longe le port de Douala a été complètement inondé. Et je me pose une autre question. Lorsque cet axe est inondé, lorsque vous allez par exemple à l'entrée de l'aéroport, lorsque vous partez de Bonanjo vers l'aéroport, vous avez vu sur la rive droite, sur le côté droit, on a remblayé, on a repoussé, on a détruit les mangroves. Les mangroves, c'est ça qui retenait un peu l'eau. On a détruit, on a remblayé aussi, et on avait un projet immobilier à cet endroit. Bon, maintenant, lorsque l'eau revient, puisque vous avez vu, il y a eu des fortes pluies, mais il y a aussi remonté des eaux. Et ça a inondé toute la zone. Vous voyez, Bonanjo est plus élevé que l'aéroport. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver d'ici 3-4 ans? Puisque les eaux vont monter. C'est un phénomène tout à fait naturel. Vous aurez de l'eau sur l'aéroport de Douala d'ici peu. Alors vous imaginez voilà une autre prévision. Ah, oui. Mais bien sûr, je vous dis que ça va arriver. Bonapriso a été inondé il y a 2 ans, je crois. Bonanjo a été inondé il y a 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Ça veut peut-être dire qu'il faudra lutter contre l'incivisme. Vous avez commencé à parler de ça tantôt. Je voulais parler du système de collecte de déchets qui est défaillant. Oui, il y a le système de collecte des déchets qui est déjà défaillant et puis on retrouve ces déchets-là aujourd'hui dans les drains, dans les caniveaux, un peu partout. Mais il y a également l'occupation des terres qui se fait vraiment de façon anarchique aujourd'hui dans la ville de Douala. C'est tout le monde qui veut se retrouver en plein centre-ville. On a vu par exemple des localités comme Youpoué, le bois des singes, qui ont totalement été prises d'assaut et donc on a dû enterrer, comme on le dit, la zone marécageuse qui évidemment est très importante pour la survie même des espèces aquatiques. Malheureusement, aujourd'hui, toute ces zones a été prise d'assaut par les populations. Alors, qu'est-ce qu'on va s'attendre à quoi dans 2 ans, dans Il faut donc travailler sur qui? Parce qu'il y a il y a un autre grand risque, c'est le risque des maladies, comment on dit, épidémiologiques. Voilà. Parce que les eaux drainent aussi beaucoup de maladies. Je ne sais pas, à votre avis, sur qui est-ce qu'il faut travailler? Ce sera le système top-down ou bottom-up? C'est nous, en bas, qui devons aider? Ah non, moi je ne pense pas. Moi je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur les autorités. En fait, c'est la mairie, la communauté urbaine et autres. En fait, ce sont ces autorités-là qui... Parce que quand les populations prennent d'assaut toutes ces zones à risque-là, c'est devant les autorités, c'est devant tout le monde. On les laisse faire pour venir réagir bien après. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là, parce que les populations, elles sont essentiellement têtues. Donc, en réalité, c'est l'autorité qui doit avoir le bâton en main. C'est pas votre avis? Il faut travailler sur les consciences à l'école, dans les quartiers, dans les églises? Oui, dans les consciences, ça c'est certain. L'école primaire déjà. Il faut apprendre à l'enfant qu'il ne doit pas jeter les ordures n'importe où. Quand vous allez dans les villages, ils le comprennent très bien. Parce que les villages sont propres. C'est en ville qu'il y a un désordre. Que moi, je comprends. Parce que la ville, c'est un melting pot. Vous avez des personnes qui viennent... Les villes en Afrique? Les villes en Afrique. Ce sont des villes de... Semi-urbaines, semi-rurales. Oui, non, mais... oui, on dit souvent semi-rurales. Ça, ce sont ce que j'appelle des villes dépendantes. Ce sont des villes de pénurie. C'est-à-dire, ce sont des villes qui sont... à l'origine désorganisée, parce que le problème qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que les villes que nous avons aujourd'hui, les villes que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est le type de ville qui va à notre société? Est-ce que c'est le type de ville dont on veut aujourd'hui? Et là, on va se poser le problème de société. Est-ce que nous vivons dans une société
à laquelle nous sommes préparés. Vous voulez dire que le paysan qui anime l'exode rural est dépaysé lorsqu'il est en ville, il n'arrive pas à s'adapter. Il ne peut pas s'adapter. Qu'est-ce qui doit donc amener le paysan qui a un autre système, une autre culture, à s'adapter, à s'acclimater au système urbain? Il ne vient pas en ville parce qu'il veut venir en ville. Il vient parce qu'il est obligé de venir en ville. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez dans le Mungo, il y avait des paysans qui cultivaient leurs champs, qui vivaient heureux. Connais-tu mon beau village dans Mamadoué, je crois que c'est Kamara qui... Mais lorsqu'il n'a plus de terre, le problème se pose ces jours-ci. Lorsqu'il n'a plus de terre, parce que les grosses sociétés se sont accaparées toutes les bonnes terres. Lorsque vous voyez, quand vous prenez les grosses sociétés, ceux qui cultivent du thé, ceux qui cultivent la banane, ceux qui cultivent du café, ceux qui cultivent du cacao, mais ils sont comme ça sur les terres que les paysans pourraient cultiver. Alors ils sont obligés d'aller en ville. Des études ont été faites depuis, je me souviens, j'entrais à la fac, je lisais dans le développement inégal de Samir Amin, il y a des choses terribles, je me suis rendu compte. Lorsque ces personnes partent en ville, c'est à cause c'est un déracinement. Ils ne viennent pas en ville parce que ça leur plaît. La preuve, lorsqu'ils reviennent toujours. Vous ne les trouvez pas paresseux non plus? Donc, non, paresseux. Oui, parce qu'il y a dans certaines zones du Cameroun, les terres sont assez inexploitées. Non, c'est pour ça que moi je pense que lorsque ces personnes-là arrivent en ville, vraiment, on doit leur imposer des choses. Qui doit leur imposer des choses? L'autorité, justement. Et c'est pour ça que je disais tantôt que l'autorité, en réalité, doit prendre en main le développement du pays. Vraiment. Qu'on ne se dise pas que non, il faut commencer à éduquer les jeunes au primaire. Ça prendra trop de temps. Vraiment, la situation, elle est déjà difficile, elle est déjà catastrophique aujourd'hui. Eh bien, il faut que l'autorité puisse prendre en main. Vraiment, que tape le poing sur la table. Tape du poing sur la table, qu'elle prenne la chicotte. Parce que là, par exemple, les prévisions pour les 10 prochains jours, jusqu'au 30, là, ça va être très, très dangereux. Révélez-nous. Les pluies vont aller en augmentation plutôt au Cameroun. Madame, oui. Prendre la chicotte, c'est possible. Et puis, on a déjà vu dans certains pays des autorités qui ont pris la chicotte. Et je vous fais une petite illustration. Lorsque, il y a à peu près 5 ans, je rencontre le délégué du gouvernement, et il me dit qu'il faut chasser les sauveteurs des marchés. Les vendeurs à la sauvette. Les vendeurs à la sauvette. Oui. Je lui dis, mais vous allez les chasser comment? Ils me disent, mais il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la police. J'ai dit, mais vous allez les chasser, ils vont... C'est parce que vous ne voulez pas comprendre leur situation. Il faut chercher à savoir pourquoi les vendeurs à la sauvette sont là et à cet endroit précis. Lorsqu'on aménage les espaces urbains, il faut discuter avec eux. Il faut que la concertation s'établisse. Pour qu'ils vous disent, bien sûr. Oui. Sinon, la preuve, c'est qu'à l'époque, on a amené la police, on a chassé les sauveteurs de l'avenue Kennedy. Et puis, 4 mois après, je suis revenu voir le délégué. Je lui ai dit, vous avez vu, ils sont là. Non, il n'y a pas de... vous allez les battre? Est-ce que vous savez pourquoi ils s'installent à l'avenue? Est-ce que vous savez... Mais bien sûr, vous savez pourquoi ils sont à l'avenue Kennedy? Est-ce que les raisons pour lesquelles ils sont à l'avenue Kennedy n'existent plus? C'est comme les raisons qui font que les paysans partent en masse, laissent leur famille, laissent leur grand-père, leur grand-mère, parfois mourant pour venir en ville en espérant, par exemple, gagner leur vie. Est-ce que ces raisons n'existent plus? Les raisons sont toujours là. Nous sommes dans une société qui est telle que nous sommes obligés de faire du suivisme. Nous voulons nous adapter. On n'a pas les moyens de s'adapter parce que les décisions qui régissent l'organisation de nos sociétés viennent d'ailleurs, sont imposées sur le plan mondial. Vous comprenez? Oui. Non, c'est la vérité. Si on revient aux pluies, Gisèle, oui. Bon. Les jours à venir, je le disais tantôt, il y aura
plus de pluie encore. Bien sûr qu'il y aura. Il est prévu des précipitations supérieures à la normale, très supérieures d'ailleurs à ce qu'on a connu il y a juste une semaine, c'est-à-dire la décade du 11 au 20 août. C'est-à-dire du 20 au 30 août, il y aura très abondant. Ce sera terrible. Plus de 50 cm. Bien sûr. Ah oui, notamment dans l'extrême nord, à Waza et à Maga, dans la Damawa également, dans la région du centre aussi, dans la région du sud, bien sûr dans le sud-ouest, également dans le littoral. Et supérieur, bon, pas peut-être très supérieur, mais supérieur tout de même dans la région du nord, notamment à Poli, à Bafia, Ngoron, Kotin, Monatele, ça c'est ici dans le centre, dans la région de l'Est également avec Betaroya. Ça c'est les prévisions qui nous sortent non seulement de la direction de la météorologie au ministère des Transports, mais également de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Donc en réalité, ça va aller très vite. Et donc, il faut déjà que les différentes administrations prennent des mesures là pour le moment, que les maires puissent prendre des mesures nécessaires. D'accord. Il est... Oui, bon, je suis parfaitement d'accord avec madame. Ça veut dire que c'est une situation qui va aller en s'aggravant. Parce que là, on ne veut pas analyser les origines de ce phénomène. Nous avons des pays qui ont l'expérience de ces choses-là. Vous voyez, prenons notre ville de Kribi. L'eau monte et prend le pas sur les berges à Kribi. Mais vous savez, allez dans certains pays du monde. On a déjà, vous voyez à Nice par exemple, vous avez l'eau peut venir, l'eau peut envahir Nice, mais ça va être difficile. Vous allez à Cuba par exemple, vous allez à La Havane, l'eau peut envahir toute la grande rue, vous voyez Fidel Castro qui réunit des milliers de personnes là. Mais l'eau ne monte pas. Et je vous dis, ce n'est même pas l'eau d'une rivière, c'est l'océan. Vous comprenez? Il faut prendre des mesures. Si nous aurons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes victimes de notre inconscience collective. Professeur, on va s'arrêter quelques temps parce que le journal le journal est déjà annoncé avec Gaël Obono sur ce plateau. Alors, Lynn René Batongué, je ne sais pas si vous avez autre chose à achever parce que le premier thème ce soir s'achève avec vous ici. Merci, ça aura été un plaisir. Donc, d'être sur ce plateau. Et ce que je tiens encore à rappeler aux populations, c'est qu'elles n'attendent pas que ce soit les autorités qui prennent des mesures pour elles, qu'elles comprennent elles-mêmes qu'elles doivent y mettre du leur et donc ne pas occuper les zones à risque, ne pas jeter les ordures dans les drains, dans les caniveaux et autres, mais surtout se préparer à ce qui vient. D'accord, merci infiniment. Alors, Gaël Obono, bonsoir. Bonsoir, Gisèle. Vous voulez nous parler de la coopération Cameroun-Burkina Faso parce qu'il y a un émissaire burkinabé qui a été reçu au Palais de l'Unité aujourd'hui. Effectivement, coopération Cameroun-Burkina Faso, le président Paul Biya a reçu ce mardi un envoyé spécial de son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. L'envoyé spécial du président Thierry Hott a remis au président Paul Biya le colis fermé dont il était porteur. Il a également été question dans les échanges d'intérêts communs entre le Cameroun et le Burkina Faso. Autre actualité, inondation à Douala. Le ministre de l'administration territoriale poursuit sa visite dans le littoral ce mardi. Paula Tongadi a poursuivi avec la remise des dons du couple présidentiel aux sinistrés des inondations dans les autres arrondissements après Douala et Douala 5 hier, après Douala 3 et 5 hier. La journée de lundi était donc marquée par une réunion dans les services du gouverneur de la région du littoral. Reportage Augustin Guizana. Yuma Colette Breeze, déplacée de la crise sociopolitique dans le Donga-Mantoun, région du Nord-Ouest, fait partie de plus de 200 familles affectées par les pluies torrentielles du 20 août 2020 dans la Sanaga maritime. Je remercie le président de la République de ce qu'il m'a donné. À la cérémonie de remise des denrées alimentaires et du matériel de couchage à plus de 60 familles, le maire de la ville d'Edea a fait un bilan non exhaustif des inondations. Globalement, nous avons environ 200 familles, peut-être un peu plus, de maisons détruites,
Mais également, malheureusement, nous déplorons 2 morts. Le chef de l'État, Paul Biya, informé de cette catastrophe naturelle, a dépêché le ministre de l'administration territoriale. Les causes des inondations relèvent en partie de l'action de l'homme, d'où cette exhortation du ministre de l'administration territoriale. Les autorités administratives, le maire, ils passeront pour voir, vous allez discuter. Quand ils vont vous donner des conseils que cet endroit est mauvais, l'autre endroit est mauvais, il faut comprendre. L'État va vous accompagner dans vos problèmes et dans vos projets. La Sanaga maritime vit les pieds dans l'eau. Au lieu d'Ilogba Mal, sur la nationale numéro 3, une buse menace de céder. Par les fortes pluies ce vendredi 21 août dans la ville de Douala, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Occasion pour la rédaction de CRTV News de s'interroger sur la situation météorologique au Cameroun. Je vous propose d'écouter Simplice Tazo Chinda, représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Il s'exprime au micro de Nissénémé. La situation météorologique au Cameroun à l'heure actuelle est caractérisée par un ensemble de phénomènes que nous connaissons. Septentrional. C'est pendant ce mois que nous enregistrons le pic de pluviométrie, c'est-à-dire les quantités de pluie les plus élevées de l'année sont enregistrées au mois d'août pour les régions que je viens de citer. Donc la situation actuelle est marquée par ces événements pluvieux-là et ces pluies-là sont très souvent accompagnées d'orages et de vents violents. Parlons santé à présent. La cérémonie de proclamation des résultats des délibérations au sujet de la certification de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé libre de poliovirus sauvage s'est déroulée cet après-midi dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Elle s'est tenue par visioconférence présidée depuis Genève par le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Nous écoutons le ministre de la Santé, Malachi Manaouda. Il s'exprime au micro de Nadège Mbaïma. J'avais déjà, en son temps, exprimé toute ma gratitude et la gratitude du gouvernement à notre valeureuse compatriote professeur Rose Leké et à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce dossier. Cette distinction s'inscrit dans le cadre du processus de l'éradication de la poliomyélite en Afrique qui recommande que tous les pays de la zone africaine de l'OMS obtiennent au préalable leur certificat de pays libre de poliovirus sauvage avant de déclarer son éradication sur l'ensemble. C'est dans ce cadre que s'est tenue ce jour la 70e réunion du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Nouveau logotype. Effectivement, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale fait comme un nouveau logotype. Le nouvel identifiant a été dévoilé publiquement ici à Yaoundé au siège du FECOM. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Philippe Camille Akoa, le directeur général, en présence d'un parterre d'invités. Voici une présentation du nouvel identifiant du FECOM avec Carmen Olivia Billy. Il est désormais connu. Après des semaines de communication sur les réseaux sociaux, le FECOM dévoile son nouveau logotype. Le visuel véhicule des valeurs de l'organisme et en rajoute à l'identité moderne de la Banque des communes. Il est nécessaire de temps en temps de renaître et nous pensons qu'en même temps que ce soit une renaissance, et c'est vraiment le symbole de ce que nous sommes exactement, la modernité. Ce nouvel identifiant se distingue par 3 éléments dont l'immeuble siège, reconnaissable au premier regard. La conception, qui a duré 3 mois, met en valeur les couleurs expressives. Vous verrez principalement que le sigle FECO, qui est présent sur le logo,
a un bleu Pantone qui est le bleu de l'ancien logo. Il y a un M stylisé dans un bleu plus clair. Et on quitte de ce bleu pour tomber sur un gris. Et à cela, il y a un vert qui a été ajouté pour martyriser l'engagement du FECOM dans l'atteinte des ODD. Ce nouveau logotype adaptable rend compte des symboles historiques du FECOM, tout en ménageant le passé et le futur de l'entreprise fondée il y a 46 ans. La deuxième édition de la semaine de l'innovation numérique se déroule à Yaoundé depuis hier. L'événement de 3 jours a pour cadre Subtic Business Academy et vise à permettre aux jeunes à prendre conscience des étapes de la stratégie marketing pour accéder au marché de l'économie. Reportage Nissé Némé. Ils sont 15 présélectionnés venus des 10 régions du Cameroun compétis pour le concours national du meilleur projet TIC. Nous sommes là pour apprendre déjà et bien apprendre. Et au-delà de ça, nous sommes aussi là pour penser à long terme, c'est-à-dire voir plus loin et pourquoi pas développer des entreprises. Ces projets sont maturés dans l'incubateur Subtic Business Academy. La ministre des Postes et Télécommunications les a félicités pour le caractère innovant des projets numériques soumis à l'appréciation du jury. Nous avons reçu près de 500 projets et ça n'a pas été facile pour la commission de présélection du Minipostel de sélectionner ces 15-là. Et tout à l'heure, je les ai entendus. Sans véritablement aller déjà dans les projets, je vois qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Le programme consistera à mettre les 15 présélectionnés au contact d'encadreurs et praticiens expérimentés pour apprécier leurs projets et les accompagner. Durant les 3 jours de formation, nous leur apportons ces éléments-là de maturation, notamment designer, monter son modèle d'affaires, le business model, notamment élaborer un projet qui épouse le contexte local et la culture des utilisateurs. Au terme de cette compétition, 3 projets seront sélectionnés pour le compte de cette deuxième édition de l'innovation numérique au Cameroun. On parle de la Champions League encore ce soir. Une fois de plus en sport, reparlons de la finale de la Champions League européenne remportée dimanche dernier par le Bayern de Munich. Parmi les Bavarois qui ont décroché ce 6e sacre figure un Camerounais, Bright Ako Arembi. Faisons connaissance avec le joueur dans ce reportage de Merlin Kamla. C'est le 4e Camerounais à remporter une finale de Ligue des Champions après Samuel Eto'o-Fils, Jérémy Sorel-Njitap et Joël Matip. Évoluant au poste de défenseur, Bright Ako a joué avec toutes les catégories inférieures, U17 et U19 du Bayern de Munich. Né en 2003, Bright Arembi est l'un des très rares footballeurs à avoir bénéficié de l'épidémie du coronavirus. En effet, l'éclosion de la pandémie mondiale a ouvert les portes à la première équipe du Bayern, lui donnant ainsi une place dans l'équipe qui s'est rendue à Lisbonne pour le triomphe historique. Ses parents sont tous deux originaires de la région du sud-ouest du Cameroun. Voilà, c'est ce reportage qui vient mettre un terme aux 19h. Gisèle, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venus pour nous pour ce soir. Mesdames, Messieurs, Toilette se poursuit après une légère transition. Le deuxième thème est relativement lié au tout premier. Le deuxième thème est sur l'affaissement ou la rupture des ponts et chaussées sur les voies de communication au Cameroun. Pour en parler, j'ai toujours avec moi le professeur Yimgen Moyo. Professeur, c'est vrai que vous en avez souvent parlé et je crois que cette fois-ci, ce n'est pas de trop de continuer de parler de ces affaissements et ruptures de chaussées, de ponts sur les voies routières au Cameroun. On se souvient encore, on se souvient encore de ce qui est passé à Idéa, mais là, il n'y a même pas 48 heures, sur l'axe Melon-Tchan, dans la Menois, je crois bien que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Oui, oui. Il y a eu un affaissement. Alors, on dit une partie de la chaussée. Peut-être qu'il faut bien redire c'est quoi la chaussée. Moi, je parlerais de trottoir. Non, à ce niveau-là, on ne parle pas de trottoir. D'accord. Bon, là c'était
vous savez, la chaussée, c'est là où la voiture passe. La voiture passe et Oui. on a les accotements. Oui. Mais lorsque vous avez ce genre de situation, c'est que la chaussée n'est pas loin d'être touchée. D'accord. Alors Parce on parle... c'est tout un ensemble. Oui, oui. On parle de chaussée lézardée, fractionnée, au lieu dit entrée, carrière. Qu'est-ce qui peut expliquer cette cascade d'affaissement de terrain, de chaussées? Est-ce que c'est l'infrastructure routière, une infrastructure routière qui vit son obsolescence, ou alors les alertes, tantôt on parlait d'alerte, l'alerte à la dégradation de ces chaussées n'a pas été prise au sérieux parce que on voit des bus qui se dégradent, qui sont obsolètes, et on passe maintenant au dallo. Qu'est-ce qui se passe, prof? Je pense honnêtement qu'il faut que l'on se dise les vérités. C'est un travail qui a été mal fait. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une route à faire, vous avez les conditions d'installation de cette route et vous avez la route elle-même. Donc si vous ne prenez pas garde, vous avez souvent des travaux. Lorsqu'il y a un affaissement, on voit bien que la couche de la chaussée n'est pas importante. J'ai vu dernièrement dans un reportage aux États-Unis, il y avait une route qui était en béton armé. Oui. Ça veut dire qu'ils prévoient des routes pour des années et des années. Si la route de si cette route-là était en béton armé, elle n'allait pas s'affaisser. Est-ce que les routes n'ont pas des durées de vie précises? Mais non, ça dépend donc des techniques que l'on met en œuvre. Tout à fait. Si vous avez les routes que l'on fait souvent, que l'on voit souvent au Cameroun, il y a des routes qui tiennent plus que d'autres. Oui. Est-ce que le trafic n'a pas un impact? Le trafic, c'est aussi une condition dont il faut tenir compte. Supposons que vous ayez l'autoroute qui est en train de se faire, l'autoroute Douala-Yaoundé. Elle n'aura pas la même tenue que l'autoroute Bonn-Berlin. Ça, c'est sûr. Bon, on va dire qu'ils ont plus de moyens que nous. Bon, non. Il faudrait qu'on s'attende à ce qu'elle puisse s'user plus rapidement que d'autres. Mais si demain, on voit tous les grumiers sur l'autoroute, et ça risque d'arriver, vous pouvez être sûr que la durée de vie sera limitée. Alors, on parle de remplacer les bus par des dallos. C'est que les bus ne sont plus à la mode, elles ont montré... Non, ça dépend aussi de la qualité des bus. Toutes les bus que nous avons vues, qu'on est en train de remplacer, par exemple, sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, c'était des bus métalliques. D'accord. Et ça a fait son temps, ça c'est sûr. Mais il faut se dire que ça a un temps. Et les autres vont mettre un peu plus, parce que vous avez des bus en béton armé. Et là aussi, ça dépend de la qualité de la structure. Donc moi, ce que je dis, il faut qu'on sache ce que l'on veut. Là aussi, on fait des routes comme si on était en situation de pénurie. Donc il faudrait se rendre compte que la durée de vie ne sera pas la même. Alors, que si pour éviter les suraccidents, aussi bien qu'à très long terme, puisqu'on va achever par cela, qu'est-ce que nous devons faire? On devrait avoir une meilleure gouvernance. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on a des routes à faire, il faut choisir la qualité des matériaux que l'on met en œuvre. Il faudrait surveiller les travaux. Il faudrait réceptionner les travaux dans des conditions normales. Donc il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de rigueur. Si nous ne prenons pas ces précautions, nous aurons un travail que l'on peut dire bâclé. Et le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Professeur, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, Larry Efindé est déjà sur ce plateau. Après une légère respiration, nous nous retrouvons pour le supplément international de ce soir. Larry Efindé, good evening. Good evening, Giselle. You again on set. Yeah, me again. Well, you want to tell us about how the war is going? Exactly. I'll take you to the US, where a black has been killed again. We'll take you to Mali, and of course, we'll talk about polio eradication in Africa. Today is the day.
Good having you on the Twilight Supplement. Today we're taking you across the world, wherein protests have erupted in the U.S. state of Wisconsin after police shot a black man many times while responding to what they said was a domestic incident. The man, identified as Jacob Blake, was taken to hospital for surgery and is now in intensive care. Details with Annabella Tabinto. 29-year-old Jacob Blake is in a stable condition after he was shot several times as he went to a car and opened its door in the city of Kenosha. Governor Tony Evers has called up the National Guard to aid local police. Video footage of the Kenosha shooting, taken from across the street and shared on social media, shows Mr. Blake leaning into the car and an officer grabbing his shirt with 7 shots heard. A curfew has been in effect in Kenosha but has been defied by some protesters. It had started out as an evening reminiscent of so many in towns and cities across the U.S. after the killing of George Floyd, with hundreds of young people in Kenosha breaking a curfew to confront police lined up outside the courthouse. Hundreds of people had also marched on police headquarters on Sunday night to demonstrate against the shooting. Governor Evers has condemned the shooting, saying Mr. Blake was not the first black man or person to have been shot or injured or mercilessly killed at the hands of individuals in law enforcement. But the Democratic governor has faced criticism for this response. Situation in the aftermath of last week's coup have ended without agreement. West African leaders have said the disposed President Ibrahim Boubacar Keïta should be reinstated. Diane Gaza completes the story. Envoys from regional body ECOWAS failed to convince Mali's military leaders that this was the way forward. Mr. Keïta faced huge street protests before his overthrow, and many in Mali have welcomed his removal. Military spokesman Colonel Ismail Wag is quoted by the Reuters news agency as saying after the talks ended that the final decision on any interim administration would be made by Malians. But the idea that Mr. Keïta could return to power may have been scuppered by the man himself. It quotes separate statements from the two sides saying that the president, who has been in detention since the coup last Tuesday, no longer wished to return to office. The mediation team led by Nigeria's former president, Goodluck Jonathan, will now report to regional heads of state on the progress made, Colonel Wage is quoted as saying. The talks began with a brief session on Saturday and then continued through both Sunday and Monday. At the end of Sunday's session, Mr. Jonathan said, "We have reached a number of agreements, but we have not reached agreements on all the issues." Last week, thousands took to the streets of the capital, Bamako, to celebrate the coup, which sparked global condemnation. Some youth volunteering at an archaeological dig in central Israel have found 425 gold coins that had been buried in a clay jar for 1,100 years. Most of the money dates back to the early Islamic period when the region was part of the Abbasid Caliphate. Emanuela Money with this beautiful discovery. The coins weigh 845 kilograms and would have been worth a huge sum when they were buried, enough to buy a luxurious home in one of the Caliphate cities. Who owned the cash and why they never returned to collect it is a mystery. The person who buried this treasure 1,100 years ago must have expected to retrieve it and even secured the vessel with a nail so that it would not move. The directors of the excavation, Layat Nadav Zif and Eli Haddad of the Israel Antiquities Authority, said in a statement. They added, "Finding gold coins certainly in such a considerable quantity is extremely rare. We almost never find them in archaeological excavations, given that gold has always been extremely valuable, melted down and reused from generation to generation." The youth who discovered the hoard, Oz Cohen, said, "It was amazing. I dug in the ground and when I excavated the soil, saw what looked like very thin leaves. When I looked again, I saw these were gold coins." Robert Cool,
A coin expert said the cash consisted of 4 gold dinars, but also 270 small gold cuttings, pieces of dinars cut to serve as small change. He added that one of the cuttings was a fragment of a gold solidus of the Byzantine Emperor Theophilus, minted in Constantinople, which was rare material, evidence of the continuous connections between the two rival empires during this period. Now, some good news for Africa as the World Health Organization certified this Tuesday that the continent is now free from wild poliomyelitis. This comes 4 years after the last cases of the disease appeared in northeastern Nigeria. Gladys Asso. The official announcement is due to be made this Tuesday in a video conference with World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus and key figures including philanthropists and Microsoft founder Bill Gates. Africa has been on this marathon for over 30 years. According to Tunji Fonsho, a Nigerian doctor and local anti-polio coordinator for Rotary International, it marked a crucial step in the total eradication of the illness at the global level. Poliomyelitis, or wild polio, is an acutely infectious and contagious disease which attacks the spinal cord and causes irreversible paralysis in children. It was endemic around the world until a vaccine was found in the 1950s, though this remained out of reach for many poorer countries in Asia and Africa. As late as 1988, the World Health Organization counted 350,000 cases globally, and in 1996 said there were more than 70,000 cases in Africa alone. Thanks to a rare instance of collective global effort and financial backing, some $19 billion over 30 years, only Afghanistan and Pakistan have recorded cases this year. In total, 87. Let's continue to talk about Africa's extraordinary achievement. Actually, it's a journey to a polio-free world. Let's have this narration of Mia Farrow, who is a UNICEF Goodwill Ambassador. It's a feature and the last for the supplement. A disease that respects no borders, once killing or paralyzing 500,000 people a year. After a long, hard battle, it's been eradicated in all but 3 countries: Pakistan, Afghanistan, and Nigeria. And if Africa is ever to be free of this cruel, ancient disease, it must be vanquished in Nigeria. And so far, this year, there hasn't been a single case. In 2014, 5 of Nigeria's last 6 polio cases were in Kano. To eliminate polio in Nigeria, every child here had to be reached and vaccinated. It's very, very dangerous to miss a single child. Once we allow one child to get infected with polio, and that child inwardly puts 200 additional children at risk of having polio, and the chain continues. So thousands of Nigerians came together for this fight against polio, facing immense odds. They came together because of children like Umar. Umar, lokacin da wannan matsalar ta same shi ya ma tashi yana tafiyarsa, yana da wata 20. Mun je can gidan kakannin shi, kuma tashi bai kuka na ce taso ya kasa tashi. To daga nan gaba barin shi daya ya mutu ya daina aiki. For much of the 20th century, polio was one of the world's most feared diseases. Then, in the 1950s, vaccines began to make polio history throughout much of the developed world. But in 1988, it was still claiming victims in 125 countries, 350,000 a year, crippling child after child. That year, the Global Polio Eradication Initiative began. The World Health Organization, Rotary International, CDC, UNICEF, and other partners took aim at eliminating the disease. It became the largest collective public health effort in history. 20 million volunteers and more than 2.5 billion children immunized. The progress...
Thanks so much for watching the international supplement on Twilight. That's all we have for today. See you next week, Tuesday. Same pleasure. Thank you, Giselle. Thank you for coming. Mesdames, Messieurs, Twilight de ce 25 août 2020. Point final. Au revoir et merci de votre attention.